Bonjour, je vais entamer aujourd'hui la session 2 du chapitre 4 et qui est consacrée à l'éclateur à sphère. Donc dans cette session-là, nous allons apprendre ce qui suit. Donc le premier point, ce sera donc la méthode de mesure de la tension à l'aide d'un éclateur à sphère. Le deuxième point sur lequel on va discuter, c'est comment ces éclateurs à sphère sont construits, donc la construction de l'éclateur à sphère. Et bien sûr, un troisième point qu'on juge important, c'est l'effet des objets de mise à la Terre, ainsi que l'effet des conditions atmosphériques, bien sûr, sur la précision des mesures utilisant l'éclateur à sphère. Alors, pour la méthode de mesure à l'aide de l'éclateur à sphère, donc il s'agit là de l'une des techniques les plus anciennes. Donc c'est une technique quand même qui est très très ancienne. Elle est adoptée pour la mesure de tous les types de tension. Donc on peut, avec cette méthode-là, mesurer n'importe quel type de tension. Donc comme on l'avait déjà signalé dans la première partie de ce chapitre et dans le premier tableau là. Et donc nous pouvons mesurer des tensions continues, alternatives, bien pulsionnelles. Bien sûr, indépendamment de la polarité. Donc on peut mesurer en polarité positive comme on peut mesurer en polarité négative. Cette méthode-là, elle est restée quand même utilisée pendant des décennies. Donc c'était une méthode, d'ailleurs c'était la méthode qui a vécu pendant longtemps. Donc le champ entre deux sphères identiques est un exemple généralement classique d'un champ faiblement non uniforme. Donc si vous avez pour uniformiser un peu le champ, comme on avait parlé de cela dans le chapitre numéro 1, je pense, numéro 1 ou 2, je ne me rappelle pas exactement le chapitre, je crois que c'est le chapitre 2, là où c'était le cas où on parlait des champs électriques. Et dans ce chapitre, nous avons dit que les champs faiblement non uniformes, ce sont des champs qu'on peut trouver, par exemple, pour le cas de sphères. Et donc là, si vous avez deux sphères identiques, donc on est en présence d'un champ qui est quand même faiblement non uniforme. La caractéristique de décomposition d'un tel espace, donc elle est linéaire pour des distances qui ne sont pas supérieures au rayon des sphères. Donc vous avez le rayon de ces sphères-là. Donc on reste donc d'une manière linéaire si si cette distance-là reste un petit peu inférieure au rayon de ces sphères. Et donc la tension de mesure est faite en fonction de la distance minimale à laquelle on peut claquer ou déclencher une décharge complète. Donc la tension de claquage de l'intervalle ne dépend pas de la durée d'application de la tension ni de sa variation dans le temps. Donc ici, ça c'est une caractéristique de cette manière-là de mesurer. Donc la tension de claquage, elle est indépendante de la durée d'application. Donc vous appliquez pendant une seconde, 2 secondes ou 20 secondes, c'est la même chose. Et aussi, elle est indépendante de sa variation dans le temps. Donc elle est indépendante de la forme d'onde, si vous voulez. Alors, comment ces éclateurs à sphère sont construits? Eh bien, c'est tout simplement très simple. Donc, un éclateur à sphère se compose bien sûr de deux sphères métalliques. Donc, vous avez deux sphères métalliques adjacentes de diamètre égaux, dont la distance de l'espace de séparation est variable. Donc, si on prend ce schéma-là, vous avez donc deux sphères, donc dans sa conception générale, les deux éléments primordiaux. Donc vous avez ici deux sphères, donc la première sphère et la deuxième sphère, et
qui ont un certain diamètre d et sont séparés par une certaine distance. Ça, c'est ça dans sa globalité. La capacité à répondre aux valeurs de crête, de tension, d'impulsion, c'est le temps de crête n'est pas trop court. Donc, généralement, ces éclateurs, ils répondent aux valeurs de crête, de tension, impulsion, si, bien sûr, le temps de montée de ces tensions-là ne dépasse pas, enfin, n'est pas vraiment très court, donc de 1 à 3 microsecondes, donc on peut facilement répondre aux valeurs de crête. Donc, il est régi par un court délai statistique et par le délai nécessaire à la disponibilité d'un électron pour déclencher une avalanche d'électrons et donc des charges complètes. Donc, pour la mesure, il faudrait qu'il y ait des électrons présents dans l'espace interélectronique, bien sûr, pour permettre un déclenchement d'avalanche d'électrons et avoir une décharge complète. Alors, la construction, donc, elle est un petit peu très simple. Donc, ce que vous avez, donc, vous avez un support isolant, qui est le 1 là, donc là, donc le support isolant, c'est cela, là. Vous avez une tige de support de la sphère, donc la sphère, elle est portée par une tige 2, c'est cette partie-là, donc deux là. Et donc nous avons une sphère qui est fixe et l'autre qui est variable, donc à travers un mécanisme de manœuvre qui permet de régler cette distance-là. Cette distance-là qui est la distance d'éclatement. Donc c'est la distance d'éclatement. Bien sûr, chaque sphère possède un diamètre d. Alors, ce point-là, le point P, c'est le point d'étincelle, donc c'est le point où commence l'étincelle de votre sphère de tension. Le A, le A là, c'est la hauteur de P. Ah, pardon, le A, c'est pas le numéro 7, donc le A là, c'est la hauteur de la sphère haute tension par rapport à la Terre. Et le B là, c'est le rayon de l'espace qui doit être dégagé de tout objet étranger. Donc cet espace-là doit être libre. Cet espace-là doit être libre de tout objet étranger, justement pour ne pas permettre des décharges intempestives ou des décharges partielles là, dans cet espace-là. Le 4, ça c'est la connexion tension, bien sûr, à travers une résistance série. Donc c'est une résistance série à travers laquelle on va brancher, si vous voulez, brancher la borne haute tension. Alors ce plan-là, appelé le plan X, c'est un plan où les câbles haute tension ne doivent pas traverser ce plan. Donc, il ne doit pas traverser ce plan. Donc, il doit être porté d'une manière, il ne doit pas le traverser, par exemple, se trouver là. C'est pas. Donc, là, c'est à peu près la construction qui est quand même assez simple. Donc, un éclateur, donc, elle est assez simple, mais il y a des exigences qu'il faudrait respecter. Alors là, je vous montre deux types d'éclateurs à sphère. Donc, il y a ici, c'est la disposition horizontale, et là, c'est la disposition verticale. Donc, vous pouvez avoir des dispositions, qu'elles soient horizontales ou verticales. Là, c'est le réglage. Donc, c'est la partie du mécanisme de réglage. Et ici, il est à ce niveau-là. Donc, le réglage là, c'est une difficulté qu'on peut régler, avec laquelle on peut régler la distance interélectrode, bien la distance d'éclatement. Alors, dans la distance limitée entre les sphères, donc un champ faiblement uniforme, comme on l'avait déjà, il existe. Donc, une décharge partielle ou courante n'apparaît pas avant la décharge complète ou le contournement. Donc, ici, on est en présence directe d'une décharge complète et les décharges partielles n'existent pas. Donc, cette constatation, on avait déjà parlé dans le chapitre 2.
Donc pour une dimension donnée de diamètre de sphère et une distance entre elles, donc si vous avez déjà des sphères, la taille des sphères est donnée, la distance aussi est déterminée. Alors la grandeur de la tension à laquelle le claquage s'est produit est due à partir des tableaux étalonnés standards. Donc nous avons des tableaux standards disponibles pour différents types de tension, bien sûr, et pour les deux polarités. Donc s'il s'agit de polarité positive ou négative, on va comparer la valeur mesurée aux valeurs standards qui sont disponibles dans ces tableaux-là. Et l'erreur de mesure de la tension, donc ces tableaux-là, donc je vais essayer de les mettre, dans cette partie-là, donc dans la plateforme Moodle, donc je vais essayer de les mettre là. Donc l'erreur de la mesure de la tension par cette méthode, elle est généralement de l'ordre de 3%. Donc une erreur de mesure, si vous utilisez cette méthode pour la mesure de la tension, vous allez commettre une erreur de 3%. Alors, cette méthode-là, elle dépend ou bien elle est affectée par des objets mis à la Terre, et elle est aussi affectée par les conditions atmosphériques sur la précision de mesure. Donc la précision de mesure, elle dépend des conditions climatiques, et aussi elle dépend aussi des objets mis à la Terre. Donc la précision de la mesure de la tension avec un éclateur de sphère est considérablement affectée par quoi? Par les objets mis à la Terre autour de l'espace, car ils forment une capacité parasite. Donc il y a présence d'une capacité parasite, d'où un effet sur la mesure, et par conséquent la précision de cette mesure est affectée. Donc les tensions de claquage généralement qui sont données dans les documents CEI, donc les tableaux là utilisés, sont valables aux conditions atmosphériques standards suivantes. Donc nous avons des conditions standards atmosphériques standards, telles que la pression standard qui est de 101,3 kPa, la température standard qui est de 293 degrés K, soit 20 degrés C, et vous avez l'humidité absolue standard qui est de l'ordre de 8,7 grammes par mètre cube. Et si vous voulez, vous avez une humidité relative de 50% à P0 et T0. Donc, étant donné qu'en général, la densité de l'air pendant les mesures diffère généralement des conditions de référence, donc les conditions de référence n'existent, on ne peut pas les garantir dans les laboratoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaie de corriger nos mesures. Donc, il suffit de faire les mesures dans les conditions actuelles du laboratoire, et de passer ensuite à une correction de ces résultats par rapport aux conditions standards qui ont été établies par la CEI. Et là, donc la tension de claquage de S, de l'intervalle d'air S, donc elle est donnée par VD, qui est égal à K par D par VD0. Donc VD, elle est donnée par cette formule. Donc il y a ce qu'on appelle le facteur de correction KD. Ce facteur de correction KD, donc il est donné par cette expression-là, il est égal à delta par K. Avec delta, c'est la densité relative réelle de l'air, DRA. Et donc, bien sûr, UD0, correspond aux valeurs du tableau. Donc, UD0, c'est les conditions standards de pression, de température et d'humidité. Et ce delta-là, il est donné par cette expression-là. Donc, P sur P0, facteur de T0 sur T. Et le petit k peut être calculé en utilisant cette expression-là. Bien sûr, dans ces expressions-là, P, ce sera la pression de l'air dans les conditions d'essai, et T, c'est la température dans les conditions d'essai, et H absolu, c'est dans les conditions d'essai. Bien sûr, le T0, le P0 et le H0, ce sont les conditions standards. Le facteur de correction là de KD, donc dans ce tableau-là, donc là vous avez à peu près le facteur de correction
Tout dépend de la densité relative de l'air. Donc on en a donné pour différentes valeurs le delta pour différentes valeurs. Et à partir de cette valeur, le facteur de correction est donné par la colonne numéro 2. Donc la colonne numéro 1, elle est réservée aux densités relatives de l'air. Et la colonne numéro 2, elle est réservée au facteur de correction KD. Et bien sûr, on peut voir d'après ce tableau que KD est presque égal à la densité relative de l'air. Donc 0,75 c'est 0,77, 0,80 c'est 0,82, ainsi de suite. Donc quelques inconvénients de cette méthode-là de mesure qui est l'éclateur asperge. Donc pour la mesure, un claquage de l'intervalle doit avoir lieu. Donc le claquage complet doit avoir lieu, sinon on ne peut pas parler de mesure. Donc une mesure continue n'est pas possible. Donc on ne peut pas mesurer continuellement la tension d'une manière continue. Et non pas la tension continue, mais la mesure qui est continue, la mesure continue des tensions. Et aussi il y a ce point-là que cette méthode, comme on l'avait dit, elle souffre de la précision. Et nous avons donné généralement qu'il y a une erreur généralement de 3%. Elle est toujours là, présente pour ce type de mesure. Ici se termine cette deuxième session du chapitre 4, dans laquelle on a donné un petit peu plus de détails sur la manière, ou bien sur la méthode de mesure en utilisant des éclateurs à sphère. Et nous avons donné les avantages et les inconvénients, malgré que ces éclateurs à sphère sont simples de construction, quand même ils possèdent des inconvénients qui ont fait que cette méthode, dans les années récentes, a été presque abandonnée. Et elle a laissé la place à d'autres techniques de mesure qui sont encore plus précises que cette méthode. Donc je vous remercie. Je vous remercie pour avoir suivi cette présentation. Donc si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser à travers la plateforme Moodle. Et si vous avez aimé cette présentation, merci de rajouter des commentaires. Je serai toujours disponible pour justement répondre aux questions. Et vos commentaires vont me permettre d'améliorer et de donner des présentations encore plus performantes. Merci pour votre attention et à la prochaine présentation.